Nous nous intéressons maintenant aux élasticités partielles. Nous avons déjà rencontré des élasticités, nous avons déjà rencontré des dérivées partielles. Ici, on va s'intéresser maintenant aux élasticités partielles. Aux élasticités partielles. Et donc, comment est-ce qu'on va définir ces élasticités partielles? Exactement de la même manière que ce qu'elles sont définies finalement lorsque l'on a une seule variable. On va avoir l'élasticité d'une fonction z par rapport à x. Donc on va parler dans ce cas-là d'une fonction z à deux variables, f de x, y. Et on va dire l'élasticité de z par rapport à x, ce sera quoi? Eh bien ce sera x divisé par z multiplié par la dérivée partielle de f de x, y, donc de z par rapport à x. On définira également l'élasticité de z par rapport à y, donc ici nous aurons y sur z, la dérivée de z par rapport à y. Et donc là nous avons typiquement la même définition que cette définition de dérivée partielle lorsque nous avons une fonction qui est à une seule dimension. Si on avait z égale f de x, on aurait l'élasticité de z par rapport à x qui serait définie exactement comme elle est définie ici. Alors il y a également l'autre définition de l'élasticité qui s'écrit en logarithme. On peut très bien écrire l'élasticité par rapport à x de z qui est égale à la dérivée de ln de z par rapport à ln de x, et nous avons également l'élasticité de z par rapport à y qui est égale à la dérivée de ln de z par rapport à ln de y. Ceci vraiment pour des cas où nous avons x qui est strictement positif, y qui est strictement positif, et z bien sûr strictement positif également puisque on le met dans un logarithme. Ceci, on rappelle donc, si vous voulez, on peut rappeler comment on vient chercher cette écriture-là. Je le fais pour x. Je mets ici rappel. Quand on regarde la dérivée de ln de z par rapport à ln de x, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée de ln de z par rapport à x, partielle toujours, on parle en dérivée partielle, multipliée par la dérivée de dérivée de ln de z par rapport à z, multiplié par la dérivée de z par rapport à x, multiplié par la dérivée partielle de x par rapport à ln de x. Voilà, si on veut écrire complètement cette suite de dérivées partielles. Donc, on va voir apparaître la dérivée partielle de ln de z par rapport à z, c'est 1 sur z, multiplié par la dérivée de z par rapport à x. Donc, on compose ces fonctions-là. On voit que cette dérivée-là, par la dérivation des fonctions composées, va s'écrire comme ceci. Puis, il nous reste la dérivée de x par rapport à ln de x. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la dérivée de exponentielle de ln de x par rapport à ln de x. Cette dérivée-là, oui, puisque x est strictement positif, il est supposé être strictement positif, eh bien, nous avons la dérivée de l'exponentielle du logarithme népérien de x, c'est-à-dire la dérivée de x par rapport à ln de x. Donc on peut écrire x comme étant l'exponentielle de ln de x parce que x est strictement positif. Et donc ça va nous donner, bien sûr, 1 sur z, la dérivée partielle de z par rapport à x, et puis une exponentielle dérivée par rapport à sa variable, ça reste une exponentielle. Donc la dérivée de l'exponentielle de ln de x par rapport à ln de x, ici, eh bien c'est exponentielle de ln de x, autrement dit x. Et donc voilà, revient ainsi notre expression de l'élasticité partielle dans le cas où nous avons une élasticité partielle de z par rapport à x. Bon, rappelons-nous également qu'on écrit ça pour le comprendre facilement en économie. On va l'écrire comme étant la dérivée de z partielle divisée par le z qui lui-même sera divisé par ce delta
x divisé par x, hein, ce qui nous fait donc bien comprendre cette idée de variation de x divisé par x, donc variation en pourcentage de x au dénominateur et variation en pourcentage de z au dénominateur, ce qui nous ramène à cette interprétation classique, approximative bien sûr, mais interprétation classique de ce qu'est une élasticité, ici dans ce cas élasticité partielle. Donc ici on parlera de la variation en pourcentage de z lorsque nous avons un facteur x qui varie de 1%, qui augmente de 1%. Pour une augmentation de 1% de x, quelle va être la variation en pourcentage de z? C'est ce que permet de calculer cette élasticité partielle. On termine cette rapide adaptation, si vous voulez, des élasticités aux élasticités partielles avec un petit exemple où nous avon une fonction de demande, DI, qui dépend de A, une constante multipliée par le revenu, M, exposant alpha, multiplié par le prix du bien I, exposant moins bêta, multiplié par le prix du bien J, qui est un bien de substitution au bien I, exposant gamma. On a alpha, bêta, gamma qui sont tous les trois strictement plus grands que 0. Bien sûr, les prix sont strictement plus grands que 0 et la quantité demandée également. Donc, on a ici cette fonction de demande où nous avons un bien et sa demande, PI et DI, et puis on a un autre bien qui vient se substituer, qui a le même objectif que le point, qui sert à la même chose, si vous voulez, que le bien I. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a un exposant gamma qui est plus grand que 0. Attention que ici, je vais mettre le plus grand que 0 ici, voilà, pour alpha, bêta, gamma. Donc, alors attention, ce que je vais dire, c'est, voilà, le bien de substitution, c'est un bien qui est tel que quand son prix augmente, eh bien, normalement, on va avoir la demande pour le bien I qui va se mettre à augmenter également. C'est un bien de substitution, donc, naturellement, si le prix de ce bien de substitution, ce bien-là peut se substituer au bien I, donc si le prix de ce bien de substitution vient à augmenter, le consommateur va naturellement s'orienter dans ce modèle-là vers acheter plus de bien I. Donc la demande va augmenter lorsque le prix, la demande du bien I va augmenter lorsque le prix du bien de substitution J va augmenter. Et de même, donc si on a un prix du bien de substitution J qui diminue, bien les consommateurs vont naturellement se réorienter vers le bien J et donc la demande du bien I va diminuer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien nous avons des variables qui sont toutes positives, donc on peut calculer des élasticités de cette demande par rapport aux différents facteurs qui interviennent ici, et on peut le faire avec des formules en logarithme népérien. Donc une demande comme ça, elle est très simple à traiter puisqu'on a ln de di qui est égal à ln de a plus alpha ln de m moins bêta ln de pi plus gamma ln de pj. Et donc, si on vient calculer l'élasticité de ma demande par rapport, alors, élasticité demande-revenu, regardons d'abord l'élasticité demande-revenu. Voilà, ce sera la dérivée de ln, hein, on le sait, c'est la dérivée de ln di par rapport à ln de m, par conséquent, ça c'est alpha. On pourra calculer l'élasticité de la demande du bien I par rapport à PJ, c'est-à-dire le prix du bien de substitution. Donc c'est la dérivée de ln de di par rapport à ln de PJ. Je ne vous réécris pas la formule, on l'a bien comprise. Et puis également la dérivée, l'élasticité partielle de la demande du bien I par rapport au prix du bien I, et donc là, dans ce cas-là, nous avons moins bêta. Voilà, alors ça, on appelle cette dernière élasticité-là
Dans ce cadre, nous avons à la fois un bien et un bien de substitution. Donc ici, on a le prix du bien I, l'élasticité de la quantité demandée du bien I par rapport au prix du bien I. On dira que c'est l'élasticité prix direct dans ce cas-ci, dans ce modèle-ci. Alors que l'élasticité de la quantité demandée du bien I par rapport au prix du bien de substitution J, eh bien là, on parlera d'élasticité croisée. Lorsque nous avons donc un prix du bien J qui augmente d'1%, nous avons une demande une quantité demandée du bien I qui augmente en pourcentage également, gamma %. Par contre, lorsque l'on a un prix du bien I qui augmente, eh bien qui augmente de 1%, nous avons une variation en pourcentage de la demande, de la quantité demandée du bien I qui est plus petite que 0. Donc ça signifie que en pourcentage, la quantité demandée du bien I pour une augmentation d'1% du prix du bien I, eh bien, la quantité en pourcentage diminue, la quantité demandée du bien I va diminuer. Et puis alors, ce qu'on peut interpréter également, c'est lorsqu'on a un revenu qui augmente de 1%, que va-t-il se passer pour le pourcentage de quantité demandée du bien I? Eh bien, ça va être alpha. Alpha, il y a plusieurs possibilités. On pourra dire que s'il est plus grand que 1, donc ça signifie qu'il y aura à ce moment-là une quantité demandée du bien I qui va augmenter de plus que 1%, alors que le revenu n'augmente lui que de 1%. On parlera, alors on va y revenir, mais on parlera de biens de luxe. Et puis, lorsque alpha sera strictement plus petit que 1, donc ça signifie que lorsque le revenu augmente de 1%, la demande du bien I augmente de moins de 1%, la quantité demandée de bien I augmente de moins de 1%, on parlera de bien de nécessité. Et pour mieux comprendre cette idée de bien de luxe et de bien de nécessité, on va reprendre l'équation DI, qui était l'équation qui se trouve ici, l'équation, le modèle, si vous voulez, de demande par rapport au revenu et des deux primes, on va le multiplier par PI divisé par M. Et là, on va encore un petit peu mieux comprendre ce que c'est ce alpha-là, puisqu'on va avoir A, M alpha moins 1, PI1 moins bêta, PJ gamma. Autrement dit, quand je regarde l'écriture de ce modèle-là, que se passe-t-il? PIDI sur M, qu'est-ce que ça représente? Donc c'est le prix du bien I multiplié par la quantité demandée divisé par le revenu M. Donc il s'agit vraiment de la proportion allouée, la proportion en argent allouée au bien I dans le revenu M, la proportion du revenu alloué au bien I. Et qu'est-ce qu'on va constater? Eh bien que lorsque alpha ici est strictement plus grand que 1, j'aurai une puissance positive de M, donc ça signifie que quand le revenu va augmenter, eh bien, il y aura une proportion dans le revenu accordé au bien I qui va augmenter. Une part plus importante du portefeuille, une part plus importante du revenu va être allouée au bien I. C'est bien comme ça qu'on peut comprendre ainsi un bien de luxe. Alors que si alpha est plus petit que 1, j'ai ici une puissance négative de M. Lorsque le revenu va augmenter, eh bien, la proportion allouée au bien I dans mon portefeuille, dans mon revenu, va diminuer. J'accorde une partie moins importante de mon revenu lorsque j'accorde une partie moins importante de mon revenu au bien I lorsque mon revenu augmente. On est là dans un cas de bien de nécessité, c'est-à-dire que si mon revenu augmente, c'est pas pour ça que je vais acheter plus du bien I, ben au contraire, la proportion va rester, la proportion du bien I va même diminuer dans mon revenu. On a là donc un bien de nécessité, alors que si mon revenu augmente et que je vais dépenser une proportion plus importante de mon revenu pour acheter le bien I, ben ça signifie à ce moment-là qu'on sera dans un bien dont on a envie plus, donc un bien de luxe quelque part. C'est pour ça qu'on leur donne ces noms-là. On pourrait bien sûr mettre alpha égale 1. Vous voyez, si alpha était égal à 1, alors à ce moment-là, peu importe la variation du revenu, eh bien nous aurions toujours une proportion du revenu alloué au bien I qui serait
la même. Voilà donc une application ici des élasticités partielles dans le cadre, donc l'application des élasticités partielles dans le cadre de cette fonction de demande qui dépend à la fois du prix d'un bien et du prix d'un autre bien, un bien de substitution.